Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, les droits des femmes basés sur le sexe, parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pas en raison d'un sentiment intime qu'elles auraient d'être des femmes. C'est pour cette raison que le VDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, qui réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration, elle compte plus de 37 000 signatures à travers le monde, provenant de 160 pays, et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine. Donc, on vous invite à la signer si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez, pendant ce webinaire, poser vos questions dans l'application questions-réponses de Zoom. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 1, qui réaffirme les droits des femmes basés sur le sexe, et l'article 5, qui réaffirme les droits des femmes à la liberté de réunion et d'association. Alors aujourd'hui, nous recevons Valérie Pelletier, qui est aussi connue sous son nom d'artiste Legal Tender. Elle est une survivante québécoise de l'exploitation sexuelle et militante féministe radicale abolitionniste. Elle est critique de l'idéologie de genre, chanteuse, vlogueuse, conférencière et entrepreneur sociale et artiste conceptuelle. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de son voyage, sa participation à Filia en Écosse et sa tournée militante en France. Bonjour Valérie et bienvenue. Bonjour, ça sera pas bien long. Voilà, OK. Voilà, bonjour. Allô, désolée pour les problèmes techniques. Vraiment contente d'être avec vous ce matin ou ce soir pour les gens de l'Europe. Alors, je vais partager mon écran. Donc, il m'est arrivé une opportunité extraordinaire d'être invitée à parler à la conférence Filia. Et comme j'arrivais pas vraiment à justifier le fait d'aller en Europe juste pour un week-end, je me suis inventé une tournée de prise de parole en France qui m'a permis d'aller voir plein de camarades, de réseauter avec tout le monde et aussi d'aller voir des gens, des organisations et tout. Bref, en 16 jours, j'ai fait 3 pays et à partir de Glasgow en Écosse, je me suis déplacée en train durant tout le reste du voyage. Donc, quand on m'a demandé de faire le webinaire, mon objectif, c'est de vous parler un peu de c'est quoi Filia, de vous débriefer le voyage, mais j'ai pas envie que ça soit un espèce de festival de Valérie. Donc, j'ai envie d'essayer d'en tirer des leçons qui peuvent servir plus largement sur le fait de militer à l'international, d'avoir à dealer avec les médias et de prendre soin de soi. Donc, voilà mon objectif aujourd'hui. Alors, c'est ça. Comme je dis, moi, j'arrivais pas à justifier de prendre l'avion. Donc, un autre de mes principes, c'est que je voyage que pour la militance. Euh, donc, voilà, ça. Donc, moi, ma vie, mon but dans la vie, c'est vraiment de me lever et de me coucher avec mes chats à chaque jour. Donc, je quittais ça pour aller faire mon voyage. Donc, il y avait beaucoup d'organisations pour m'assurer que j'avais quelqu'un qui venait habiter chez moi pour s'occuper de mes enfants chats. Donc, c'est l'aspect qui était moins facile pour moi, c'est que je suis quelqu'un de très local qui a jamais envie d'être ailleurs que là où je suis. Donc, pour voyager, il faut vraiment que ça vaut la peine et que je sente que j'ai un impact plus large. Alors, j'avais laissé à mon gardien de chat 4 pages d'informations. Et juste avant de partir, j'étais très nerveuse et puis il y a eu cette incroyable double arc-en-ciel qui est apparu juste avant mon départ pour mon voyage. Donc, je vous le partage. Des fois, on aime ça s'accrocher à des symboliques qui nous plaisent. Donc, je m'étais aussi fait faire une robe parce que je savais à Filia, j'avais une thématique dans laquelle je voulais m'habiller en thématique galaxie parce que, comme je dis, le problème planétaire du patriarcat et de l'abolition de la prostitution requiert une stratégie galactique. Donc, c'était ma thématique. Je suis aussi une artiste, donc il y a toujours le côté visuel qu'il faut que je m'amuse. Donc, à Filia, j'ai porté des tenues motifs galaxie durant les 3 jours de la conférence. Voilà. Donc, la préparation avant mon événement, c'était quand même intense parce que j'ai perdu mon emploi quelques semaines avant mon départ. Ensuite, 2 jours après avoir perdu mon emploi, mon chat a fait un blocage urinaire qui m'a coûté 1 100 $ pour le sauver. Et j'ai décidé d'arrêter le cannabis parce que moi, je suis quelqu'un qui consommait du cannabis pour dormir à tous les soirs depuis une quinzaine d'années. Et puis, ça fait des années que je veux arrêter, mais que je trouvais pas le bon momentum.
Donc, un mois pile avant le début de Filia, j'ai décidé d'arrêter le cannabis pour de bon. J'ai aussi dû solliciter des fonds dans mon réseau. J'ai préparé un spectacle de levée de fonds et puis préparer le voyage en soi, c'était quand même quelque chose. Et puis ensuite, j'ai finalement confirmé que j'avais un gardien de chat seulement le 3 octobre. Donc, vraiment pas longtemps avant mon départ qui était le 11. Et puis aussi, on travaille à Montréal sur la création d'une concertation, une genre de coalition pour lutter contre les fameux permis municipaux de l'industrie du sexe. Donc, le 11 octobre, départ de Montréal vers Glasgow. Et puis, on s'en va à la conférence Filia. Donc, Filia, c'est quoi? C'est un site web vraiment intéressant sur lequel vous trouvez plein de podcasts. J'avais fait un podcast avec Filia, c'était l'épisode numéro 107. Marie peut vous mettre le lien dans le chat. Et puis, vous pouvez trouver aussi, bon, il y a les podcasts, il y a aussi, ils sont sur YouTube, il y a aussi du contenu YouTube qui n'est pas le même que sur le site web. Et ils ont un blog qui est très intéressant avec vraiment des articles. Et aussi, ils ont une librairie féministe. Et puis, quand on était à Filia en personne, il y avait vraiment énormément de livres. Donc, ça, c'était super intéressant. Alors, je vais vous parler de ce qui s'est passé juste avant le début de la conférence Filia. Donc, la conférence a été annulée 12 heures avant son départ. Donc, il faut comprendre qu'au niveau de l'organisation, eux, ça faisait 2 jours que la salle subissait des pressions immenses de la part des transactivistes. Et le contrat pour louer la salle était loué depuis longtemps d'avance, presque 1 an. La salle s'appelait Plateforme. C'est une salle vraiment intéressante qui a plein comme de genres de tunnels de train. Donc, chacune des conférences se tenait dans l'un des grands tunnels de train qui a été transformé en salle d'événement. C'était vraiment intéressant comme lieu. Et puis, bref, il y a un groupe qui a fait pression pour que Plateforme annule la tenue de l'événement Filia. Ensuite, Filia et leurs excellents avocats se sont mis sur le dossier. Et jusqu'à 12 heures avant le début des préparatifs de la conférence, c'était toujours annulé. Donc, il faut comprendre la pression et le stress immense qu'a vécu l'organisation. Et je me suis assurée, pour ceux qui savent un peu c'est quoi qui se passe à Filia, il y a Leanne Timmerman qui est très connue, qui assure la sécurité. Donc, on ne peut pas faire Filia sans avoir notre photo avec la fameuse Leanne Timmerman. Donc, je me suis assurée de faire ma petite photo. Donc, ça, c'était l'affiche de ma participation en tant que panéliste. Ensuite, en arrivant à Glasgow, j'ai été flabbergastée de trouver un Tim Hortons juste en face de la salle où on faisait l'événement. Donc, c'était vraiment hallucinant. Il y a des Tim Hortons en Écosse. Et le panel sur la prostitution auquel j'ai participé, donc on a le lien que Marie peut vous mettre aussi dans le chat. Toutes les panélistes étaient extraordinaires. C'était toutes des survivantes et aussi 2 expertes, dont Melissa Farley, qui est une chercheuse extraordinaire. Donc, moi, plusieurs des survivantes, je les connaissais déjà. Certaines, j'avais eu la chance de les rencontrer avant, mais j'ai aussi fait des rencontres, vraiment des coups de foudre pour certaines des survivantes qui étaient là. Alors, voici les photos. Il y avait 2 photographes officiels à Filia. Il y avait Pauline Makoveciu et il y avait aussi Maggie Dago. Donc, ça, c'est quelques photos de Pauline que j'ai choisies. Donc, celle en haut, à gauche, ça, c'est l'opposition des transactivistes. C'est eux qui ont fait canceller la conférence jusqu'à 12 heures avant le départ. Donc, vous voyez, c'est principalement des personnes de sexe masculin. Ensuite, à Filia, il y avait beaucoup d'art sur les murs. Donc, le fait de ne pas pouvoir prendre possession de la salle jusqu'à 12 heures avant le début, ça fait qu'ils ont dû vraiment travailler comme des folles pour organiser l'espace, mettre toutes les tables, les chaises, les kiosques Il y avait beaucoup, beaucoup de kiosques d'organisations qui présentaient ce qu'ils font, d'œuvres d'artistes. Il y avait la bibliothèque. Donc, imaginez, ils ont dû, comme des folles, régler ça en moins de 12 heures pour être prêtes à commencer pour le lancement le vendredi soir. Ça, c'est quelques photos issues de l'album de Maggie Dago. Et le dimanche, on a eu la surprise extraordinaire de la présence de J.K. Rowling qui est venue parler. Sur les conférences qui ont été filmées, vous verrez malheureusement pas celle de J.K. Rowling parce qu'elles ont demandé à ce que ça soit pas filmé. Mais elle nous a raconté que ça faisait déjà plusieurs années qu'elle étudiait en ligne la montée de la mouvance de l'idéologie de genre et que elle voulait prendre parole, mais il y avait quelqu'un dans sa famille ou dans ses personnes proches d'elle qui lui empêchait de le faire. Puis qu'à un moment donné, elle s'est sentie enfin à l'aise parce que cette personne-là lui a dit je veux pas être la raison pour laquelle tu prends pas position. Donc, à partir du moment où la personne proche d'elle, qu'elle a pas nommée, lui a donné le feu vert pour parler,
Ça n'a pas pris quelques jours qu'elle a fait sa première lettre sur Twitter. Donc, ça faisait des années que pour elle, ça bouillait, qu'elle voyait les femmes perdre leurs emplois, les organismes pour femmes étant forcés d'accepter des personnes de sexe masculin. Euh, donc, elle nous a expliqué son processus. À Filia, il y a aussi eu plein d'autres activités qui se sont tenues en parallèle. Donc, notamment, la photo en bas à gauche, c'est qu'il y a eu une grosse mobilisation contre la GPA qui s'est tenue à l'extérieur, euh, qui a profité du fait qu'il y avait, tu sais, c'est 1400 femmes là, qui s'est déplacées pour Filia. Donc, il y a vraiment, ils ont profité du momentum. Ensuite, la photographe Pauline Makovechou a aussi profité de l'occasion pour faire sa série de photos Women Are Not Afraid que vous pouvez trouver sur Instagram. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle photographie des femmes dans l'espace public qui occupent l'espace public de manière digne et qui s'imposent. Donc, ça, c'était notamment une des photos des femmes, les lesbiennes qui étaient présentes à Filia, qui ont voulu participer au projet Women Are Not Afraid. Puis je l'ai fait aussi ce soir-là où on a fait les photos, mais j'ai trouvé ça difficile parce qu'il faut pas sourire. Puis moi, c'est vraiment un naturel pour moi de sourire. Donc, c'était pas facile de garder comme un visage très neutre. C'est drôle, mais c'est juste pas une habitude que j'ai. Fait qu'il a fallu que je me, je me fasse à l'idée. Excusez, j'ai de la misère à parler. C'est le matin pour moi, puis je fais de l'insomnie, fait que j'ai de la misère à réveiller ma bouche. Donc, je trouve que je m'enfarge dans mes mots. Alors, durant la tenue de Filia, il y a aussi eu le lancement du livre du WDI sur l'idéologie de genre. Et ça m'a donné l'occasion aussi de rencontrer une de mes héroïnes, Sheila Jeffries, et d'acheter et de faire signer son livre. Donc voilà, ça se tenait en même temps que Filia, tout près dans une autre salle. Donc, j'ai connu plein de femmes en personne du WDI. Puis, la plupart des grandes autrices de l'idéologie de genre étaient présentes aussi. C'était vraiment extraordinaire. J'aurais voulu vous montrer plus de photos, mais elles sont prisonnières d'un disque dur que j'arrive pas à libérer. Donc, il y a plein de photos que je voulais vous montrer que j'ai pas pu faire. Je vous conseille, pour celles qui parlent anglais, ce podcast-là qui a été fait avec J.K. Rowling, dans lequel elle explique vraiment son processus parce que c'est pas la première fois que J.K. Rowling se fait déplatformer. Pour celles qui la suivent depuis longtemps, bien avant l'idéologie de genre, il y a eu la droite chrétienne américaine qui brûlait ses livres, disant qu'elle imposait la sorcellerie aux jeunes. Puis bon, bref, ce podcast-là est très intéressant. Ensuite, un de mes coups de cœur que j'ai rencontré en parallèle de la conférence Filia, c'était la chanteuse Neanda, qui est devenue populaire sur Twitter parce que J.K. Rowling a repartagé sa chanson I Am Woman. Puis c'était vraiment une personne ultra lumineuse que j'ai adoré rencontrer. Donc, une artiste à suivre. Et voilà, donc Filia va se tenir dans 2 ans. La prochaine, c'est en 2025. Ça va être dans le sud de l'Angleterre. Les billets sont, vous pouvez déjà vous inscrire pour participer, pour celles que ça intéresse. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Puis là, ça risque d'être le double de gens parce que, en fait, il y avait énormément, des centaines de femmes n'ont pas pu venir à Filia en 2023 parce que la liste d'attente avait plus de 600 femmes. Puis il y avait 1400 femmes qui ont réussi à venir. Ben, c'était vraiment les limites de la salle. Donc là, en 2025, ça va être, on attend 3000 femmes de partout dans le monde. Puis quand je dis partout dans le monde, c'est vraiment partout dans le monde, là. Donc, c'est vraiment impressionnant d'être dans une telle sororité. Alors ensuite, le 16 octobre, le lundi suivant la conférence, moi, j'ai quitté de Glasgow pour aller à Londres. Étonnamment, le train Glasgow-Londres, qui est énormément plus long, coûte vraiment moins cher que le train Londres-Paris, qui est beaucoup plus court, mais qui passe en dessous de la Manche. Donc, les billets de train, c'est quelque chose qu'il faut vraiment acheter le plus possible d'avance si vous connaissez vos moments de départ. Moi, j'ai pas pu faire ça tant que ça, fait que les prix sont quand même assez élevés quand on les achète pas d'avance. Alors là, je vous recommande aussi de prévoir tout votre itinéraire d'avance, avoir des feuilles avec vous dans lesquelles vous avez imprimé à tel moment, je suis à tel endroit avec tel gens, vos personnes contacts déjà imprimées, imprimées, voyez, sur votre cell, mais tu sais, ça prend plusieurs copies parce que s'il y a un problème cellulaire, vous perdez tout votre agenda, votre horaire. Donc, bref, d'avoir déjà mappé votre cheminement, donc savoir déjà quel autobus prendre à partir de l'aéroport, l'horaire de l'autobus, le coût. Donc, puis aussi, quand vous arrivez en Europe, là, je vais essayer de vous lancer le maximum de conseils que je peux, là. Quand vous arrivez en Europe, ça se peut que votre carte bancaire fonctionne pas. Donc, pour qu'elle fonctionne, il faut aller utiliser un guichet automatique, rentrer votre mot de passe, puis ensuite, ça va la débloquer, puis elle va fonctionner en Europe. Donc, c'est bien d'avoir une carte de crédit aussi pour voyager parce que c'est plus facilement accepté partout. Ensuite, je conseille vraiment
de prendre un plan cellulaire ailleurs. Informez-vous d'utiliser votre plan cellulaire du Canada. Si vous êtes, par exemple, avec Vidéotron, ça peut coûter jusqu'à 16 par jour, donc ça vaut vraiment pas la peine. Alors, c'est mieux de prendre une carte SIM dans le pays que vous visitez avec un plan cellulaire de voyage. Bref, c'est très difficile de voyager sans données cellulaires, sans réseau. Fait que moi, je l'ai fait parce que j'étais toujours avec des gens, puis j'ai trouvé ça très difficile parce que j'avais pas accès aux cartes. Euh, je ne pouvais pas vérifier rien, puis j'étais seulement rejoignable quand j'avais accès à des données cellulaires, ce qui n'était pas facile. Donc, il faut prévoir d'intercaler dans notre voyage des moments pour prendre soin de soi, puis pour aussi profiter du pays. Donc, dans mon cas, j'avais le rêve à Londres. J'ai passé seulement une demi-journée à Londres, mais j'avais absolument le rêve d'aller au British Museum et de voir la pierre de Rosette, parce qu'il faut comprendre qu'une autre de mes passions, c'est l'archéologie. Donc, moi, j'arrive au British Museum, je suis complètement impressionnée. Je suis restée principalement dans la salle d'égyptologie parce que c'est tellement grand qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et puis, vous comprenez pas comment j'ai pleuré quand je l'ai vu en personne, en pierre. Je suis encore émotive juste de vous en parler. Puis quand on la voit en photo, c'est quelque chose, mais de pouvoir se mettre en diagonale, de voir l'angle avec le coup de ciseau, puis la troisième photo dans ma slide, je vous montre l'arrière, parce que vous n'avez jamais vu l'arrière de la pierre de Rosette, mais maintenant vous l'avez vu. C'est vraiment extraordinaire parce que c'est un document historique qui a permis l'accès à la compréhension et la traduction des hiéroglyphes, puisque c'est une pierre qui contient le même texte en 3 langues, incluant les hiéroglyphes. Donc, c'est ça son importance historique, c'est qu'avant de trouver cette pierre-là, on n'arrivait pas à décoder les hiéroglyphes égyptiens. Alors, j'ai aussi pu me promener un peu, j'ai déambulé en ville et j'ai vu les locaux de la BBC. Mais tu sais, mon voyage se passe tellement vite, il y a tellement de choses que, en fait, je peux pas profiter tant que ça parce que je dois tout faire super rapidement. Donc, excusez-moi. Ensuite, je prends le train Londres-Paris qui est vraiment cher, en fait, parce que ça passe sous la Manche, donc la construction du tunnel, ça a coûté cher. Et arrivé à Paris, je suis à Paris du 17 au 19 octobre. J'en ai profité pour aller dans les bureaux régionaux et nationaux du Mouvement d'Uni, réseauter, rencontrer des gens. Il y avait aussi des gens de la Fondation Cell, bon, bref, toutes sortes de personnes relatives au sujet de la prostitution, parce que cette tournée-là est vraiment axée sur l'abolition de la prostitution, qui est supposée être mon agenda principal quand je suis pas en train de combattre l'idéologie de genre, parce que ça me laisse pas le choix. Et j'ai pu enregistrer un podcast avec le Mouvement d'Uni qui va sortir seulement en mars 2024. Ensuite, ben, comme je vous dis, j'essaie d'intercaler dans le peu de temps que j'ai le max de choses. Donc, je rêvais de voir le cimetière par la chaise. C'est extraordinaire, c'est gigantesque, ça s'étale sur plusieurs stations de métro. Donc, bref, il faut savoir quelle tombe vous voulez vraiment voir si vous voulez réussir à en voir parce que c'est gigantesque, c'est dur à se trouver dedans. Puis c'est toutes des petites cabanes, c'est toutes des mausolées comme ça. L'architecture, c'est hallucinant. C'est absolument à voir le cimetière par la chaise à Paris. Ensuite, il y avait, il y a quelques années, la photographe Pauline Makovechou, encore une fois, avait fait euh, une session photo avec les gens de CAP, Collectif Abolition Porno Prostitution. Et ma parole avait été portée en France par ma camarade Johanna. Donc, ma parole qui dit Valérie Tender, je n'ai pas choisi d'avoir un père pornophile heureux de devenir mon chauffeur dans l'industrie du sexe quand j'avais 17 ans. #MeTooProstitution. Donc, moi, mon rêve, c'était de retourner au même endroit et de faire ce que j'appelle une photoception, donc de tenir la photo de Johanna qui tient ma parole. Et j'ai donc réussi. Donc, je suis allée devant le Moulin Rouge avec mes camarades et on a pu faire ce moment de militance et j'ai pu emprunter un T-shirt, un chandail de Cap aussi. Donc, je suis vraiment contente d'avoir réussi à réaliser ça. Ensuite, je prends le train de Paris pour aller à Nantes pour une conférence avec le collectif abolitionniste nantais qui regroupe tout plein d'organisations qui sont pour l'abolition de la prostitution. Donc, à Nantes, ils sont vraiment un modèle de c'est quoi créer une coalition forte, de dire on s'entend ensemble sur un sujet et on met nos énergies ensemble. Donc, ils sont vraiment un grand nombre d'associations ensemble pour créer le collectif abolitionniste nantais. Et ils ont tenu un événement dans lequel il y avait la présentation d'œuvres d'art en même temps que ma conférence. Et à cette conférence-là, on a subi des attaques verbales et une opposition. Il y avait à peu près 8-9 personnes qui s'identifient fièrement travailleurs, travailleuses du sexe, qui sont venues et qui sont affiliées avec le STRAS. Et le STRAS, c'est un peu comme à Montréal, l'organisme Stella, qui est pour la légalisation, qui parle de travail du sexe, puis que c'est un choix, blablabla.
Donc, bref, ça a été difficile à vivre parce que, ben, en fait, bon, excusez, je suis énervée, là, je recommence. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils m'ont laissé parler une demi-heure avant de crasher ma conférence. Puis quand j'ai commencé à parler, j'ai reconnu leur présence dans la salle. Je leur ai dit, je suis consciente qu'il y a des gens dans la salle qui sont actuellement en situation de prostitution et qui défendent ça comme un travail. Et j'ai conscience que ça va être dur pour vous de recevoir ce que j'ai à dire parce que quand on n'est pas prêt à recevoir ça. Donc, bref, ils m'ont laissé parler pendant une demi-heure, puis ensuite, durant la période de questions, il y a une d'entre elles qu'on voyait que tout le long, là, elle avait pris des notes, puis était. Donc, elle se lève, puis c'est une jeune femme, là, tu sais, début vingtaine, qui dit ben moi, c'est mon choix, j'aime ça, j'aime la flexibilité d'horaire. Puis c'est pas vrai que mes clients me pénètrent en 30 secondes. Là. Des fois, ils me parlent pendant une demi-heure. Des fois, ils me pénètrent même pas, blablabla. Bla, bla. Donc, bravo, championne, tu joues à la thérapeute. Et puis, c'était vraiment dur pour moi parce que c'est de se retrouver avec une femme devant moi que je le sais à quoi elle n'a pas accès encore. Je sais que le trauma ne l'a pas rattrapé. Je sais qu'elle est très dissociée. Je sais qu'elle n'a pas le choix de défendre ça parce que c'est sa réalité. Donc, je peux pas être, tu sais, ma réponse doit être bienveillante parce que j'ai déjà été elle. Et puis, quand j'ai essayé de dire certaines choses comme, tu sais, est-ce que tu réalises que ça te place dans la position vraiment surréelle de militer aux côtés de tes clients pour leur droit de t'acheter? Tu sais, en tout cas, c'était vraiment difficile à vivre. Euh, après ça s'est mis à s'agiter, puis il y avait des personnes de sexe masculin avec elle aussi. Genre le copain qui défend que sa copine est travailleuse du sexe, blablabla. Donc, bref, à un moment donné, ils se sont mis à s'agiter puis à s'avancer de la scène. Puis moi, j'étais vraiment sidérée. Je sais que j'ai pas vraiment bougé puis j'ai pas réagi. Et puis, ils se sont avancés jusqu'à presque 1 mètre de moi. Quand ma camarade Javiera, qui est juste dans la photo en bas, c'est élevé, puis elle a dit là, c'est pas vrai, vous n'allez pas attaquer mon ami que j'ai fait venir du Canada. Puis, donc, je me suis sentie très, très, très défendue. Mais moi, ma réaction, elle a été un peu de la sidération. Et puis, physiquement, j'ai pas été capable de réagir. Puis une fois que, on a réussi à les faire sortir de la salle puis qu'on a pu poursuivre notre événement, ben moi, j'ai eu besoin de pleurer puis d'en revenir puis de débriefer ça avec le public. Donc, pendant quelques minutes, j'ai exprimé comment ça me faisait sentir. Puis c'était quoi cette opposition-là qu'on vivait presque partout où on tente de parler d'abolition. Et cette violence-là dans leur façon de nous opposer. Donc ensuite, ben c'est ça, j'ai été très bien accueillie partout où je suis passée. Tu sais, à Paris, là, j'ai pas le temps de tout vous dire, mais on a tenu un événement privé secret duquel je peux pas trop parler, dans lequel on était 18 féministes radicales, dont certaines des femmes extraordinaires et connues qui ne peuvent pas faire de coming out public sur leur radicalisme. Et on était 18 femmes, et au moment où on le vivait, on s'est dit que c'était un moment historique et on n'a pas pris de photos du groupe pour protéger l'anonymat, mais je vous dis, j'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai eu des hébergements sorores partout où je suis allée. À part à Glasgow, où j'avais une auberge de jeunesse avec toutes les autres participantes, mais à part ça, et puis j'avais demandé une salle, une chambre seule à deux. On était deux survivantes ensemble parce que refuser de dormir dans des dortoirs, vous pouvez pas. Vous tapez ça, ça va être l'enfer. Faut pas prendre des dortoirs. Vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas être bien. Donc, surtout si vous avez un stress post-trauma, demandez une chambre un peu plus privée. Donc, moi, j'étais avec une autre survivante de l'Allemagne. Et puis, ça m'a permis de pouvoir être plus confortable et moins stressée. Donc, à Nantes, hébergement soror, les gens s'occupent super bien de moi, on me nourrit, on m'amène à la gare. Vraiment, j'ai rien à dire. Mon voyage a coulé, là, mais a coulé. C'est incroyable comment on s'est bien occupé de moi. Puis aussi, j'ai de la peine parce que je sais que je vais oublier de remercier des gens, puis je vais oublier des rencontres extraordinaires que j'ai faites. Mais c'est ça, je peux pas tout dire. Donc ensuite, donc la même journée, j'ai fait Nantes, retour vers la région parisienne pour reprendre un autre train pour aller vers Marseille. Ça, c'est vraiment le plus gros voyage de train que j'ai fait. Mais à Marseille, je vais finalement arriver à me poser un peu plus. Donc, à Marseille, la végétation est complètement différente parce que le climat est différent. Et puis, moi, j'étais flabbergastée de voir des plantes qu'on a ici en petites plantes d'intérieur qui sont là-bas des plantes gigantesques qui vivent dehors. Donc, j'ai photographié énormément de paysages, de végétation, de close-up de végétation. Je me suis amusée comme une folle. Le port de Marseille, c'est magnifique. Une remarque que je peux faire qui est vraiment évidente quand on arrive dans la région méditerranéenne, c'est l'entre-soi masculin. Vraiment, les terrasses, c'est des hommes avec des hommes. Il y a un entre-soi masculin culturel qui est vraiment très fort et très qu'on le ressent à Marseille. Alors, à Marseille, dans la région de Marseille, j'ai fait 3 conférences. Donc, tout de suite en arrivant, là, tu sais, il faut comprendre, là, je débarque du train là, à 4h30, 5h, puis tout de suite, je suis en spectacle vers 7h dans une salle de jazz qui s'appelle le Rouge Belle de Mai.
Et ça, c'était un événement qui était plus musical que les autres, dans le sens que j'ai fait une conférence, mais aussi un spectacle de chant avec plusieurs chansons, avec des invités qui sont venus chanter. Il y avait notamment mon ami Pierrot qui vraiment a vraiment travaillé super fort pour organiser j'arrive plus à parler, je suis désolée, je cherche mes mots. Dans la région marseillaise, c'est vraiment Pierre qui a travaillé fort à booker toutes mes conférences en compagnie de d'autres associations, dont Femmes solidaires. J'oublie des noms. Il y a Catherine Lecoq qui a travaillé super fort aussi. Donc, vraiment, il y a plein de gens. Et mon amie Martine Ragon de Femmes solidaires qui m'a aussi hébergée. Je culpabilise à oublier des gens, mais vous comprenez que je peux pas tout faire. Donc, à cet événement-là, qui était dans une salle de jazz, on a eu vraiment une soirée extraordinaire. Les gens se sont présentés, on a eu du fun. Vraiment, j'ai rien à dire. On a passé le chapeau, les gens ont été généreux. J'ai pu collecter des sous aussi pour ça, donc c'était vraiment extraordinaire. Ensuite, durant mon séjour à Marseille, qui était le plus long de mon voyage, là, où j'ai pu me poser dans la même ville pendant au moins 5-6 jours, on a eu l'expérience extraordinaire d'avoir une guide touristique, une visite touristique guidée avec une archéologue historienne dont la spécialité, c'est la prostitution, notamment au 18e siècle. Donc, on est allé dans le quartier historique qui s'appelle Le Panier, dans lequel, à l'époque, il y avait les galériens, puis des moulins, puis c'était vraiment extraordinaire. Je n'arrive pas à m'exprimer ce matin, je suis tellement désolée. Puis, on a eu une visite de ce qui était non seulement la prostitution historique dans ce quartier-là, parce que là, vous le savez, là, à chaque fois que les hommes ont des emplois qui les amènent à se déplacer, il y a toujours de la prostitution qui s'organise. Dans le monde contemporain, ben, c'est les camionneurs, puis les mineurs, les gens qui travaillent dans les mines ou dans la foresterie, donc toutes les industries, il y a toujours des bordels qui se structurent autour. Donc, c'est encore une fois, privilège masculin, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'on aménage la sexualité des hommes? Eh bien, on a eu cette visite historique-là qui vraiment, là, c'était d'une richesse avoir la chance de vivre ça. Alors, on était un groupe, ça avait été organisé par Femmes solidaires, donc on était un groupe qui a vraiment pu bénéficier de cette visite touristique-là avec une archéologue qui a elle-même, c'est celle avec le chandail vert sur l'image, Annick Riani, qui elle-même a participé aux fouilles archéologiques qui se sont tenues là. À l'époque-là, tout a été remblayé, puis il y a des constructions par-dessus. Mais au moment où ils ont tenu des fouilles, Annick y travaillait. Donc, c'était vraiment une expérience extraordinaire d'avoir toute cette connaissance-là. Ensuite, pendant que j'étais dans la région marseillaise, il y a un petit documentaire qui a été fait sur ma tournée militante par Alain Barlatier. Marie peut vous mettre le lien dans le chat. Et Alain a fait 2 documents sur moi. En fait, il a fait ce petit reportage-là qui dure environ 25 minutes. Puis il a aussi filmé la totalité de ma conférence qui s'est tenue à l'Alcazar. Donc, ma conférence de l'Alcazar, je remercie encore une fois Pierre pour les affiches qu'il a fait pour moi. Vraiment des affiches magnifiques. Puis c'était impressionnant pour moi de voir ma face collée sur les murs de Marseille. Donc, tu sais, c'est des moments magiques constamment. Donc, pour la conférence de l'Alcazar, encore une fois, un petit moment magique parce que l'Alcazar, historiquement, c'était une salle de spectacle dans laquelle a chanté toutes les célébrités de l'époque, là, comme Dalida. Et puis, donc, ça a été depuis transformé en bibliothèque et en salle de conférence, mais le fait d'être dans le même lieu où a déjà chanté Dalida, et puis je fais des liens, mais tu sais, Dalida était une des chanteuses préférées de mon père. Et puis, même si j'ai une relation très complexe avec mon père, ben, il y a quand même c'est pas tout du mauvais, là. Il y a des choses que je garde de mon père, comme le fait que je rénove, que je bricole, que je ramasse des matériaux usagés. Il y a plein de points positifs de cette relation complètement toxique et problématique que j'ai eue avec un père pornophile qui était mon chauffeur dans l'industrie du sexe. Puis les gens qui ont vécu l'inceste le savent. Moi, c'est pas un inceste physique que j'ai vécu, mais c'est quand même émotionnel et psychologique. Donc, quand on a une relation mitigée avec un parent, c'est complexe tout ça. Mais dans les points positifs, c'est un peu comme si je me réapproprie les rêves de mon père, en un sens. Et puis moi, ben, je les vis sainement. Et puis, je tente de faire du bien avec mon parcours. Donc, j'ai réussi à réaliser mon rêve de me baigner dans la mer Méditerranée. On est allé sur l'île du Frioul, qui est à 15 minutes de Marseille en bateau. C'était extraordinaire. Oui, l'eau est bleue tropicale. Je dis tropicale, on me dit non, c'est méditerranéen. Je le sais, mais dans ma tête, c'est de l'eau bleu turquoise. C'est surréel de voir ça. J'avais jamais vu ça de ma vie. Alors, j'ai pu me baigner.
Et je peux vous dire que la mer Méditerranée, le taux de salinité est plus élevé que les océans. Alors, ça flotte. C'est vraiment impressionnant comment l'eau flotte plus. Ça, c'est mon visage très satisfait après avoir réalisé mon rêve de me baigner dans la mer Méditerranée. Mes seuls regrets, c'est de ne pas avoir amené des palmes et de ne pas avoir eu des lunettes pour pouvoir ouvrir mes yeux en dessous de l'eau. Donc, ensuite, on est allé dans la région de Arles et ma conférence avait été organisée pour celles qui sont syndicalistes, les bourses du travail, ce sont des édifices historiques que les syndicalistes se sont construits pour eux-mêmes en France. Donc, c'est vraiment impressionnant d'aller dans une bourse du travail. Et la CGT, c'est un des plus grands syndicats radicaux de gauche, plus anciens en France. Donc, moi, d'être accueillie dans un local de la CGT, qui est une bourse du travail, vous comprenez pas les émotions que je vis, là. C'est, au moment où je vis ces choses-là, je veux être nulle part d'autre que là où je suis. C'est sûr que je pense à mes chats et que j'aime ma vie à la maison, mais c'est ça que je vous dis. Pour que je voyage, il faut vraiment que ça vale la peine puis que je sente que je vis quelque chose d'important. Alors, je remercie encore une fois mon ami Pierre et mon amie Martine qui ont travaillé super fort pour l'organisation de toute ma tournée dans la région marseillaise. Puis j'aime beaucoup la photo qui est à droite parce que c'était ma crew. C'était ma gang de Marseille. Donc, je vous aime. Merci. Et ensuite, donc, retour à la maison le 27 octobre après 16 jours de voyage. Donc, j'ai appris certaines leçons du fait de voyager. Alors, je vous les partage. Je suis désolée, je sais que je parle vite, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Quand vous me réécoutez sur YouTube, vous pouvez mettre la vitesse du vidéo à 90%, ça va aider. Donc, je n'irai pas sur toute la slide, là, mais bref, ça, c'est certains conseils que j'ai à vous donner. Vous poserez puis vous regardez ce que j'ai à dire. Mais en gros, moi, je suis une personne qui a une relation problématique avec les objets. Donc, à la maison, j'ai un problème d'accumulation, j'ai vraiment trop de choses. Donc, mon, ma façon de faire mes bagages n'était pas différente de ma relation problématique avec les objets. Donc, j'ai amené vraiment beaucoup trop de choses. Et puis, éventuellement, tout de suite, en arrivant à Glasgow, déjà, le premier jour, j'avais réalisé que j'avais amené trop de choses et que c'était problématique. Donc, il ne faut pas apporter trop de choses parce que ça va se transformer en une prison d'objets et de poids à traîner. Ensuite, la quiétude d'esprit, ça n'a pas de prix. Donc, moi, comme j'arrivais pas à trouver quelqu'un pour venir habiter chez moi pour s'occuper de mes chats, j'ai fini par me résigner à payer quelqu'un 200 par semaine juste pour avoir la quiétude d'esprit. Il s'est très bien occupé de mes chats, puis j'avais pas le choix, c'était un jeune de 23 ans parce que toutes mes amies sont des femmes qui ont des vies occupées, qui ont des enfants. Donc, qui peut mettre sa vie sur pause pour venir vivre chez quelqu'un pendant 16 jours? Ben, un jeune de 23 ans. Malheureusement, il a tué la moitié de mes plantes, mais c'était clairement le coût de mon voyage. Et j'ai perdu toutes mes calatéas. C'est horrible pour celles qui connaissent les plantes. Mais mes chats étaient corrects et heureux. Ils s'amusaient avec mes chats. Ils les ont achetés des jouets. Bon. Fait que, ensuite, quand vous voyagez, là, c'est vraiment important si vous allez à un événement de prendre un hébergement le plus proche possible de l'événement parce que tout le temps que vous ne perdez pas en déplacement, puis les déplacements, c'est complexe, surtout si on n'est pas des transports en commun. Donc, bref, voici mes conseils de voyage. Ensuite, ben, c'est ça. Si on résume mon voyage, c'était 9 prises de parole en public ou enregistrées parce que, comme je dis, il y a eu des podcasts, il y a eu un documentaire qui a été fait sur moi. Mais en 16 jours, j'ai fait 9 prises de parole. Donc, c'est très taxant d'être constamment dans le trauma, dans le ressassement de son vécu, de ses conclusions, de son analyse de cadre. Mais c'était aussi très riche. Puis pendant le voyage, honnêtement, là, j'ai presque pas été malade. Ça a vraiment bien aidé. Je me suis assurée bon, je pouvais pas dormir toujours autant que je voulais, puis des fois, les trains étaient très tôt le matin, mais j'essayais de faire attention à moi. Aussi, là, je le redis, là, vraiment, ne pensez pas que vous pourrez rattraper du sommeil dans les transports en commun. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous dormirez pas dans les transports en commun. Il peut arriver plein de choses. Ça peut être plein d'enfants qui crient. Il n'y a rien à faire. On peut pas dormir en transport en commun. Il faut pas se fier là-dessus. Donc, j'ai pas été vraiment malade durant le voyage, mais quand je suis arrivée, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand je suis revenue? Ben, j'ai crashé, mais un crash total. Donc, pendant une semaine, malade, mais malade. Je pense pas que c'était un COVID, là, mais c'était comme la grippe carabinée de l'enfer, des migraines, manque d'énergie, besoin de dormir 10 ou 11 heures par jour. Puis aussi, moi, je reviens dans un non-emploi total, là. Je reviens là parce que je pouvais pas chercher d'emploi parce que je partais en voyage, donc tout était compliqué. Puis j'ai pas demandé le chômage non plus parce que je m'en allais. On peut pas avoir le chômage quand on sort du pays. Donc, bref, moi, j'ai épuisé mes économies. J'ai fait une levée de fonds. Les gens m'ont soutenu. Il y a des gens qui m'ont fait des dons
durant mon voyage, j'ai pas eu à dépenser pour les hébergements. Souvent, quand on mangeait au restaurant, les gens prenaient la facture avant même que je puisse la prendre, donc on me nourrissait. Mon ami Pierre m'a acheté des noix en vrac pour être sûr que j'ai mes petites protéines. Donc, tu sais, vraiment, on s'est super bien occupé de moi. Fait que ça m'a pas coûté grand-chose pour le voyage. Les associations ont remboursé mes trains et certaines associations m'ont donné des cachets. Donc, c'est pour ça que pendant tout le mois d'octobre, j'ai pas demandé le chômage parce que j'ai eu des petits cachets qui m'ont aidé à payer mon loyer de novembre en revenant. Mais sans plus, là. Tu sais, c'était comme, j'ai épuisé mes économies, j'ai utilisé mes petits cachets, il fallait que je fasse, tu sais, l'épicerie, payer mon gardien de chat 400 $. Tu sais, vraiment, là, je suis revenue. C'est comme si le voyage m'a rien coûté, mais j'ai fait à peine plus, tu sais. Donc, quand je suis revenue, j'ai cherché un emploi. Tout le mois de novembre, j'ai pas trouvé d'emploi. En décembre, j'ai abdiqué puis j'ai décidé d'appliquer pour le chômage. Là, je suis en attente de rétroaction. Et puis, que dire, j'ai aussi finalement pu avoir une issue de savoir quoi faire avec moi-même. Donc, j'ai été acceptée dans un programme d'aide ébéniste et je commence le 22 janvier. Donc, c'est un programme d'études-travail. Ça veut dire que ça me paye le salaire minimum pendant les 6 mois du programme. Donc, c'est mieux que rien. Je suis très, très, très heureuse pour le programme que je vais me faire, que je vais faire. Je vous dis, je suis plus capable de parler. Le programme me rend très heureuse. Par contre, l'appauvrissement, non. Parce que déjà, quand je travaillais en quincaillerie, mon dernier emploi, je gagnais 17 de l'heure, puis ça me coûtait une paye sur deux pour le loyer. Ben là, je tombe à 15 et 25 au salaire minimum. J'ai 43 ans, j'ai pas d'économie. Faut pas que j'aille une crise dentaire. Faut pas que j'aille une urgence vétérinaire. J'ai aucune marge de manœuvre. Puis honnêtement, ce stress-là, ça me draine de pas avoir de, là, j'ai des problèmes informatiques, mon ordinateur, mon ordinosaure. C'est comme, j'ai pas de marge de manœuvre. Je me bats contre la pauvreté constamment, puis pour vrai, ça devient vraiment taxant. Donc, c'est ça. Quand je suis revenue, j'ai été très, très, très déprimée parce que, tu sais, quand on est en voyage comme ça, là, c'est des détails, là, mais le fait qu'on mange toujours en groupe avec des gens. Puis moi, je suis une personne qui habite seule. Donc, je reviens dans mes problèmes, dans mon non-emploi, dans toujours ma sobriété qui continue, mais c'est quand même difficile parce que pour moi, d'avoir arrêté le cannabis, ça veut dire des cauchemars intenses, pas tous les soirs, mais presque, de l'insomnie. Je me réveille avec des rêves super angoissants. Fait que, bref, je reviens dans mes problèmes, puis je reviens dans mon problème d'accumulation à la maison qui est vraiment difficile à naviguer. Fait que c'est ça. Mais juste le fait le high intense, puis je le savais que j'allais crasher en revenant, mais le high intense d'être dans cette tournée militante-là, puis de revenir à la maison dans mes problèmes, dans ma pauvreté, dans mon non-emploi, dans mon problème d'accumulation qui est à gérer, que je gère depuis, mais c'est quand même très difficile. Le crash est vraiment immense. Donc, je vous donne des conseils médias. Là. J'ai dit que j'allais parler environ 45 minutes. On y arrive bientôt. Je vais peut-être dépasser un petit peu, mais on achève. Non, mais Donc, prends ton temps, hein, Valérie, on ouais, a le temps. Oui, 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 je suis t'inquiète. désolée, je parle tellement vite en plus, puis j'arrive Non, pas mais à c'est pour sortir ça, les mots. prends ton temps, franchement. Et j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions, écrivez-les dans l'application questions-réponses. Super. Fait que donc, j'ai décidé de faire une liste de conseils médias. Fait qu'on va passer à travers un peu, là, pour les femmes qui aimeraient prendre parole dans les médias. Moi, ça fait plusieurs années que je le fais, là. Je pense que ça doit faire 7 ans environ que je prends parole dans les médias. Puis, je veux que vous ayez l'attitude que c'est elles qui ont besoin de vous. Donc, c'est les médias qui ont besoin de vous. Donc, quand on vous demande en entrevue, là, ils vous font pas une faveur. C'est eux qui ont besoin de contenu. Donc, ayez cette posture de, à la fois, savoir que vous avez un message qui a de la valeur à livrer, mais aussi vous protéger et savoir mettre ses limites. Donc, je recommande surtout à celles qui sont survivantes ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience de médias de vous faire accompagner. Le fait d'avoir un témoin avec soi, c'est très protecteur. Et puis parfois, nous, on dépasse nos limites ou on nous brusque, puis on n'est pas capable de s'exprimer toujours sur le moment. Donc, le fait d'avoir un témoin peut vraiment aider dans ça. Donc, arrivez d'avance, soyez bien hydraté, etc. Mais prenez aussi le temps d'absorber les lieux visuellement de là où vous êtes, parce qu'il faut s'ancrer dans le lieu. Donc, moi, je dis, en tant que chanteuse aussi, c'est comme de tenter de projeter son regard jusqu'aux extrémités des murs, tu sais, de vraiment saisir c'est quoi la taille de la pièce, puis de dire, OK, je suis dans cet espace-là, j'occupe cet espace-là. Donc, communiquez vos limites. Donc, là, je suis au point où j'exige des choses des médias.
Premièrement, dans mon cas, comme je suis pas une personne gênée vraiment de parler en live, ben, je suis rendue au point où, en fait, je refuse les entrevues qui vont être éditées la plupart du temps. Parce que, vous savez ce qu'ils vont faire? Vous allez parler une demi-heure d'une analyse de cadre réfléchie et songée, puis ce qu'ils vont faire, ils vont garder le 3 minutes où vous parlez de votre père. C'est ça qu'ils vont faire, les médias. Puis c'est tellement insatisfaisant de faire des entrevues qui vont être éditées par quelqu'un d'autre parce qu'ils gardent juste les bouts trash puis les bouts sensationnels. Donc, si vous voulez être sûr qu'on n'édite pas, qu'on coupe pas votre parole et qu'on n'altère pas le sens des mots que vous prenez, vous êtes vraiment mieux de faire que des segments live qui seront pas édités. Et aussi, vous avez le droit d'exiger des choses. Par exemple, vous avez le droit de dire, je ne veux pas qu'on aborde tel ou tel sujet ou tel angle. Vous avez aussi le droit d'exiger quel terme on utilise pour référer à vous. Moi, c'est arrivé un nombre incalculable de fois où je dis que je parle de moi-même comme survivante d'exploitation sexuelle. Puis là, tout à coup, en tête d'article ou en titre d'entrevue, ça va être une ancienne travailleuse du sexe. Ben, si vous voulez pas que ça vous arrive, il faut y avoir pensé avant puis le dire. Vous devez l'exiger. Je refuse qu'on réfère à moi comme une travailleuse du sexe. Donc, ensuite, il faut faire attention à pas trop se perdre dans le storytelling, donc dans le fait de raconter l'histoire dans les détails. Donc, ça vient avec l'habitude de le faire, mais c'est aussi d'essayer de s'en tenir à des bullet points, comme je dis, donc des points clés de c'est quoi la matière que vous voulez passer. Puis ensuite, on peut broder autour, mais il faut pas se perdre dans les détails qui n'auront pas de pertinence pour les gens qui vous écoutent. Donc, aussi, c'est important de faire un débriefing après une prise de parole, soit avec la personne qui vous accompagne ou avec une amie. Donc, de dire qu'est-ce que vous auriez eu besoin pour que ça se passe mieux, nommer les points forts, les points faibles. Donc, c'est avec le temps qu'on vient qu'on le sait. Puis quand vous allez faire un segment en live, il faut savoir d'entrée de jeu combien de temps de parole on a. Moi, en général, là, si on me dit tu as 45 minutes, je prends 45 minutes, je dépasse très peu d'habitude. Puis si on me dit tu as 8 minutes, ben je me fais à l'idée que j'ai 8 minutes, puis c'est ça que mon temps de parole. Donc, ça vient avec l'expérience, mais bon. Aussi, une autre chose que je peux dire, c'est que surtout si vous êtes survivant, quand vous commencez à faire des prises de parole, ben ça existe. Hein. C'est dans la sphère publique, vous pouvez pas le reprendre. Puis vous savez pas non plus quand une personne peut vous aborder puis vous dire ah je t'ai vu au franc-tireur ou je t'ai vu à Sophie Durocher. Donc c'est ça. Faut rester faut garder cette porte ouverte-là qu'à tout moment, ça peut ressortir dans un moment qu'on s'y attend pas. Par exemple, je suis au travail, je travaille, mettons, dans une quincaillerie, puis quelqu'un m'arrive puis me dit « Ah, je t'ai vu à... » Ben, c'est ça. Il faut juste être capable de le gérer. Mais si on n'a pas de malaise puis qu'on vit pas avec de la honte puis qu'on est fier de la militance qu'on fait, en général, ça se passe bien. Puis la plupart des gens, les gens sont vraiment positifs. Là. En fait, ils vous félicitent de votre prise de parole puis de votre mobilisation militante. Alors, le self-care, ça se passe avant, hein, bien manger, bien dormir, etc. Puis il faut aussi connaître ses limites. Moi, en tant que militante et intervenante, cette année, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai compris que ma force, c'est d'être dans l'après. Donc, dans l'analyse de cadre après. Comme par exemple, maintenant, je ne sais plus de trouver des emplois d'intervenante parce que je les ai tous perdus dans les dernières années à cause du transactivisme. Donc, je n'essaie plus de travailler dans le communautaire parce que le communautaire est pris d'assaut par l'idéologie de genre. Puis là, tu te retrouves à perdre ton emploi par une femme mesquine et méprisante qui a ses pronoms dans sa signature de courriel. Donc là, ça suffit, là. Moi, je suis écœurée qu'on me donne quelque chose puis qu'on me l'arrache. Donc là, c'est pour ça que maintenant, je cherche des emplois dans des domaines qui n'ont plus rien à voir avec le communautaire ou l'intervention psychosociale. Puis en fait, c'est une honte qu'une intervenante de ma qualité et de ma compétence ne travaille plus en intervention. Mais pour l'instant, politiquement, c'est trop toxique, il n'y a rien à faire. Donc, j'ai abandonné. Ou je tenterai de lancer ma propre entreprise. Donc, j'ai compris qu'il y a des sujets que je suis pas capable, comme par exemple quand une femme est trop sous emprise, c'est pas ma force. Moi, je serais pas bonne à travailler en violence conjugale parce que je suis trop décolonisée du regard des hommes, du désir d'approbation des hommes. Donc, moi, je suis pas la bonne personne pour ça. Je suis la bonne personne pour quand une femme s'en est sortie, puis que là, elle veut se déculpabiliser, puis qu'elle veut comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle a été dans ces patterns-là aussi longtemps. Puis aussi, je suis pas bonne avec les gens qui sont très suicidaires parce que j'aime trop la vie. Donc, je comprends pas ce truc-là de pas vouloir vivre. Donc, elle est là, ma limite. Donc, moi, je suis une personne extrêmement positive. En fait, je vis de l'anxiété
à l'idée d'avoir une maladie mortelle ou un cancer ou quelque chose qui m'enlèverait ma capacité de me réaliser puis de tenter de changer le monde. Donc, je suis une personne qui est vraiment muée par des objectifs, par des buts. Donc, j'adore la vie. J'en reviens pas que j'ai de la cognition pour être capable de me poser ces questions-là. Je suis vraiment en état d'admiration puis d'émerveillement. Donc, c'est ça, je suis vraiment très, très, très positive comme personne. Alors, les gens suicidaires, je suis pas nécessairement la bonne personne pour les aider parce que je comprends pas ce truc-là de pas aimer la vie ou de pas croire en soi puis de vouloir se fixer des objectifs. Donc, un autre point que je tiens à aborder, c'est la question de la rémunération. C'est pas évident de se faire rémunérer. Si j'étais un homme dans le monde des affaires, on m'offrirait des cachets généreux, mais comme je suis une femme et une survivante, eh ben, c'est pas évident de réussir à avoir des cachets pour ce qu'on fait. Alors, pour vous donner une idée, au Québec, je suis rendue à peu près où est-ce qu'on m'offre pas en bas de 250 par prise de parole, versus dans le Canada anglais, on m'offre en moyenne 400 et plus. Le Canada anglais est toujours plus généreux que le Québec. C'est une culture de philanthropie, ils ont plus d'argent, c'est comme ça. Et en Europe, les cachets aussi, certaines organisations vont spontanément offrir un cachet et reconnaître la valeur de la parole des survivantes. Ça peut aller 200, 300, 500 euros. C'est vraiment, ça dépend. Versus d'autres organisations qui n'offrent pas nécessairement des cachets. Donc, c'est des discussions à avoir. C'est un changement de paradigme. Il faut vraiment réussir à faire reconnaître ce qu'on fait et comprendre qu'on n'est pas juste là pour faire un petit témoignage. On est là pour offrir une analyse de cadre, le fait qu'on s'en est sorti. Puis surtout dans mon cas qui est intervenante puis qui est très informée par le trauma, il faut que j'arrive à professionnaliser ce que je fais. Donc, il faut être capable de discuter de ça. Les femmes ont aussi beaucoup de misère à affirmer leurs valeurs puis à demander une valeur monétaire pour ce qu'elles font. Alors, voilà, il faut arrêter de parler gratuitement puis d'être bénévole, les femmes. Le problème, c'est qu'on a tellement un appel profond et pour le faire qu'il se fie là-dessus. Les gens se fient sur le fait qu'on va le faire pareil, même si on ne nous paye pas. Mais écoutez, là, on est toute la plupart précaires. Moi, je connais pas une survivante qui est pas précaire, là, donc moi, en fait, ce qui m'a fâché à un moment donné, c'est de réaliser que les hommes m'offrent plus pour me fourrer que certaines associations m'offrent pour mon analyse de cadre. Donc, ça vient, c'est ça, il faut vraiment qu'il y ait un changement de paradigme puis qu'on rémunère adéquatement les survivantes pour leurs paroles. Bon, je vous présente une grille qui est un outil que j'ai créé. Je pourrais pas passer beaucoup de temps dessus, mais cette grille-là, ça fait longtemps que je voulais le faire. Alors, dans une approche qu'on dit informée par le trauma, comment vous résumez des années de lecture et d'analyse? Moi, je pense que, puis je sais que c'est assez controversé ce que je vais dire, mais je m'en fous. Je pense que qu'on parle de substances, de problèmes de consommation, qu'on parle de ménage compulsif ou son inverse, d'accumulation compulsive, qu'on parle de comportements tels que l'anorexie ou des TOC ou même la dysphorie de genre, selon moi, tous ces comportements-là sont des déplacements traumatiques. Donc, en fait, c'est une façon de gérer un mal-être beaucoup plus profond via un comportement de déplacement. Donc, dans mon cas, c'était le cannabis puis l'accumulation compulsive qui sont mes deux comportements de déplacement les plus forts. Pour une autre personne, ça va être de contrôler les intrants à travers une anorexie. Pour d'autres personnes, ça va être de se dire je suis TDAH quand en fait, pour moi, c'est un autre point que je trouve important de dire. J'aimerais que les gens arrêtent de dire je suis alcoolique ou je suis TDAH ou je suis bipolaire. C'est pas qui tu es, c'est ton déplacement, c'est ta stratégie d'adaptation face à d'autres choses qui t'est arrivé qui a créé un mode de fonctionnement. Donc, je peux pas vous résumer ça rapidement tant que ça. Mais bref, j'ai créé cette grille-là qui permet de faire un bilan de notre relation avec notre déplacement traumatique à nous. Donc, dans le carré en haut à gauche, c'est de faire un bilan clair sur qu'est-ce que ça m'apporte, dans le fond, qu'est-ce que j'aime de mon déplacement. Dans mon cas, c'est le cannabis. Donc, je vous montre ma grille à moi, que je vous partage. Alors, dans mon cas, ce que j'aime, ce que ça m'apporte, ce que ça soulage, le fait de consommer du cannabis, versus ce que j'aime pas, ce que ça m'enlève, mais surtout ce que ça me coûte. Parce que ça me coûte énormément de consommer du cannabis. Ça me garde en état de surplace. Ça fait que j'initie pas, que je réalise pas mes rêves. Ensuite, dans les cases du bas, celle à gauche sert à lister c'est quoi mes outils. Parce que quand j'ai un désir de consommation, je les oublie, mes outils. C'est pas vrai que je vais me souvenir que je pourrais faire la totalité des choses qui sont décrites dans cette liste-là. Donc, de se la mettre à l'écrit, c'est vraiment aidant. Et aussi, un conseil que je peux vous donner, c'est que la plupart des addictions qui passent par le fait de fumer sont en fait un déplacement vers le besoin le plus important qui est derrière, qui est de respirer profondément. Donc, il faut s'en souvenir de ça. Parce que quand on prend une puff, qu'est-ce qu'on fait? On fait
Ah. Puis là, on baisse les épaules, on décrisse. Donc, c'est tout ça qu'il faut, la finesse de s'analyser dans nos comportements et de voir qu'en fait, on tente de gérer un sentiment d'impuissance et de malaise plus profond via ces déplacements traumatiques-là. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient avoir de l'aide pour remplir la grille, vous pouvez me contacter, je peux vous essayer de vous guider un peu là-dessus. Et puis, le dernier carré qui est en bas à droite, c'est, par exemple, de se rappeler vraiment c'est quoi nos moments précarisants. Donc, dans mon cas, le fait de faire une présentation comme ça, c'est un moment précarisant parce que je viens de tout donner. Je me suis replongée dans mes mémoires traumatiques, dans cet état d'esprit-là, dans mon passé. Donc, c'est des facteurs qui me rendent précaire. Alors, j'ai la grande joie de vous apprendre que ça fait le 13 janvier, ça va faire 4 mois que je suis sobre. C'est la première fois de ma vie que je le fais vraiment. Avant, j'avais toffé 1 mois, 40 jours, mais j'avais jamais le résolu réel d'arrêter. Donc là, je suis contente parce que ça me permet d'avoir un niveau de concentration puis un focus que j'avais plus accès avant. Merci pour les petits cœurs. Je vous vois. Je vous vois. Donc voilà. Ensuite, parlons de livres parce que je suis partie avec une valise et je suis revenue avec 2 valises. Puis pour ramener une deuxième valise, ben, ça coûte environ 110 de plus. Donc, on m'a offert tellement de livres et en plus, j'ai ramené des roches de Marseille parce que j'ai des aquariums puis j'obsédais sur les roches. Donc, j'ai ramené énormément de livres. Plusieurs livres m'ont été offerts par les autrices elles-mêmes ou par la traductrice française d'un livre. Donc, bref, c'était extraordinaire de ramener plein de livres comme ça. Alors, je vous en parle de quelques-uns. Celui-là, j'ai pas le livre parce qu'il est en allemand, mais quand je suis arrivée à Filia, je me suis approchée de Melissa Farley, la chercheuse que je connaissais déjà. Puis là, je me présente au groupe avec qui elle était. Je dis bonjour, je m'appelle Valérie. Et puis là, il y a cette femme-là qui s'appelle Manuelle Achong qui me dit Pelletier, You're in my book. Elle me dit, t'es dans mon livre. Donc, bref, elle a inclus mon expérience d'avoir été déplatformée dans un organisme pour femmes, d'avoir été congédiée, pardon, à cause de l'idéologie de genre. Donc, mon cas a été cité dans un livre allemand. C'était hallucinant. Puis quand je vous parle que souvent, ce qui est pas évident dans la presse écrite, c'est qu'ils vont changer les mots que vous utilisez. Donc, par exemple, j'ai jamais dit que j'étais administratrice de dons. Ça, c'est son interprétation. Moi, j'ai toujours dit que je travaillais à la réception des dons dans un organisme de charité. Et puis voilà, ça a été changé en administratrice de dons. Donc, c'est dommage, mais c'est toujours ça qui arrive quand c'est écrit. Donc, si vous avez la capacité de faire approuver d'avance, dans ce cas-là, je ne le savais même pas, mais dans le cas d'une entrevue que j'ai fait avec Claudine Le Gardinier, qui va sortir bientôt, le 24 janvier, dans la revue du Mouvement d'Uni, ben, j'ai pu approuver l'entrevue avant pour être sûr que les termes étaient adéquats. Alors, le livre en allemand, le titre, c'est Sortons de la cage du genre en français. Donc, j'ai pu rencontrer une de mes autrices chouchou, Lucille Pétavin, qui a écrit un livre que je veux tellement vous recommander, Le coup de la virilité. C'est un petit bijou, ce livre-là. C'est un exercice pour chiffrer qu'est-ce que ça coûte les comportements masculins toxiques. Donc, en termes de prison, en termes d'arrêt de travail, en termes de... Bon, lisez-le, c'est un bijou, on le dévore, il n'est pas long à lire. Et dans ce livre-là, il y a cette grille qui est extraordinaire. Donc là, cette grille-là, quand on vous dit, mais non, mais c'est pas juste des hommes, c'est pas juste des hommes qui violent. Ben oui, c'est 99% des hommes, donc ça suffit, OK? Les violences sexuelles, 90% commis par des mâles, OK? Les violences au sein du couple, 96%. Ces chiffres-là sont tirés des données de la France, mais ils sont vraiment similaires à partout ailleurs. Donc, si on regarde même d'autres crimes, OK? Les incendies, moi, ça me flabbergaste. Ça me flabbergaste et ça me jette à terre. Les incendies, OK? Les pyromanes, c'est des personnes de sexe masculin. Puis si vous voyez les crimes dans lesquels la proportion de femmes est un peu plus grande, mais quand même jamais si grande. Par exemple, les escroqueries puis les abus de confiance, les fraudes, on est dans les 60 quelques pourcents que ça va être des personnes de sexe masculin, ça veut dire qu'il y a un 30 quelques pourcents que c'est des femmes, mais on s'entend que c'est des crimes pas si violents, c'est des crimes à la portée d'une personne de sexe féminin. C'est pas des crimes, ça compare pas au reste. Là. Donc, anyways, cette grille-là est vraiment importante, puis elle est tirée de ce livre-là. Ensuite, j'ai pu rencontrer Marine Bruno, qui a écrit récemment le livre Les Légitimes sur le fameux syndrome de l'impostrice. Parce que les femmes, on se sent vraiment impostrices. Alors, il faut arrêter ça. Donc, j'ai un autre petit livre que je vous recommande. Et ensuite, j'ai 2 amis qui sont venus de la Belgique pour me voir. J'ai mon ami Kim qui est venu pour me voir à Paris.
Et j'ai mon amie Caroline qui est venue de la Belgique jusqu'à Marseille pour passer. Puis en plus, elle a fait en autobus, 19 heures d'autobus. Bravo, Caroline. Donc, ça, c'était les livres de Maïté. Donc, mon amie Kim m'a ramené les livres de Maïté. Je pense que je suis une des seules au Canada à les avoir. Donc, vraiment, Maïté Lone aussi, c'est vraiment extraordinaire le travail qu'elle fait. Donc, c'est une survivante de trafic pour la prostitution. Et son dernier livre, Maltraitance et sévices animaux, humains et animaux, c'est en fait, elle a eu beaucoup de difficultés à le faire publier parce elle est allée faire ce lien qu'il y a entre le fait que les hommes qui abusent des enfants et des femmes, surtout des enfants, ça recoupe souvent avec la bestialité. Donc, il y a personne qui voulait publier ce livre-là. Elle a eu beaucoup de difficultés parce que personne ne veut toucher à ça. Mais vous savez quoi, les viols d'animaux, là, c'est vrai. Puis moi, j'ai déjà connu une vétérinaire à Montréal qui a quitté la profession par sentiment d'impuissance parce qu'elle pouvait pister que des animaux étaient abusés sexuellement. Et comme à l'époque, les animaux étaient considérés comme des biens meubles, mais légalement, elle pouvait pas faire une plainte pour enlever l'animal. Elle était vraiment impuissante à sauver ces animaux-là. Donc, imaginez le nombre de chiens ou d'animaux qui sont prisonniers dans un appartement, qu'il n'y a personne pour les sauver, puis qu'il y a des hommes qui se défoulent dessus, ben, c'est pas une blague. Puis les mêmes hommes qui font ça sont les mêmes hommes qui consomment la pédocriminalité. Puis, donc, faut faire le lien entre les abus envers les enfants et envers les animaux. Et Maïté a eu le courage de le faire. Ensuite, j'ai pu rencontrer aussi Florence Moreno, qui est notamment la fondatrice de Zéro Macho et qui a écrit plusieurs ouvrages, qui était aussi dans le mouvement de libération des femmes et dans les chaînes de garde. Donc, vraiment une grande féministe que j'ai pu rencontrer dans le même événement où il y avait Lucille aussi. Et j'ai pu faire à Marseille une entrevue avec Claudine Le Gardinier, comme je vous dis, qui va sortir le 24 janvier dans la revue du Mouvement d'Uni. Et mon amie Caroline, qui est venue me voir jusqu'à Marseille, elle m'a offert les mémoires de Louise Michel parce que Caroline et moi, on partage le trait vraiment crapuliforme d'être de vrais anarchistes dans le sens de l'ordre sans le pouvoir et de vraiment comprendre l'anarchie telle qu'elle se doit. Alors, j'étais vraiment contente de la rencontrer, de vivre ces moments-là et qu'elle m'offre ce livre-là. Ensuite, bon, je veux vous parler aussi, mon ami Pierrot, donc je vous ai parlé plus tôt, qui a travaillé vraiment fort pour organiser mes conférences à Marseille. Il a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Le Dérapeur. Et dans cette chaîne-là, il fait des vidéos d'une extrême qualité sur une analyse de cadre de l'idéologie qu'il y a dans le rap francophone. C'est vraiment important pour comprendre ce que les jeunes consomment. Donc, le rap, ben, ça fait la promotion de la violence, puis ça fait l'apologie du viol et du recours à la prostitution. Alors, ces vidéos sont vraiment importantes. Je vous invite vraiment à les regarder. Il y en a un notamment sur la Jonquera, qui est cette région en Espagne dans laquelle les gens vont pour la prostitution, étant donné que c'est rendu illégal en France. Il a aussi fait une analyse de cadre importante sur tout le dossier, le gros procès qu'il y a sur la porno. C'est dans le vidéo sur Al Capote, je crois. Désolée, Bon, ensuite, je vais vous parler d'un autre livre qui est un livre sur l'inceste. Il y en a sorti énormément dans les dernières années, là, le consentement. Je viens de lire celui de Neige Sino, Triste Tigre, que j'ai adoré. Mais quand je dis lire, c'est pas vrai. La plupart du temps, je les écoute en audio. Mais pour l'instant, je suis encore en train de guérir ma relation à la lecture puis au focus. Donc, si un livre est disponible en audio, je vais privilégier de l'écouter en audio parce que c'est une façon de consommer des livres qui me convient beaucoup plus. La lecture de papier, j'adore les livres, mais je suis en train de m'y remettre tranquillement. J'ai encore de la difficulté avec ma concentration dans mon processus de sevrage. C'est dans mes objectifs de recommencer à lire. Donc, le livre a été fait par une autrice canadienne qui était épouse d'un pédocriminel. Il a été traduit en français plus récemment et il est aussi disponible en audio sur Audible. Je vous le recommande fortement. Et c'est rare qu'on ait le point de vue de la conjointe. Alors, c'est un ouvrage vraiment sensible d'une personne qui fait un gros retour sur son passé, sur sa propre éducation, le fait qu'elle-même, elle a vécu des violences, des négligences et de l'inceste qui l'a prédisposée à pas être capable de voir et d'agir. Et puis, c'est aussi tout le processus de se déculpabiliser, de ne pas avoir pu protéger ses enfants. Donc, je trouve que c'est un ouvrage extrêmement courageux. Donc, je vous recommande, selon moi, les meilleures autrices et auteurs sur le trauma. Donc, vous avez tous les noms ici. Si j'avais à vous en recommander qu'un seul, je dirais le premier, là, Jewett Lewis Herman. C'est extraordinaire.
Sinon, ben moi, j'adore Bessel van der Kolk, Gabor Maté, docteur canadien extraordinaire, Peter Levine aussi. Vraiment, c'est toutes des sommités. Muriel Salmona, en français, vraiment une spécialiste de la dissociation, de la sidération. Maya Slalavitz, qui était une des pionnières de la réduction des méfaits et qui est maintenant critique un peu de l'approche de réduction des méfaits, qui en explique les limites. Pete Walker, aussi extraordinaire sur le trauma. Lance Dodis, spécialisation sur les addictions. Donc, toute l'approche que je vous ai parlé sur l'addiction à travers une lentille informée par le trauma, ça vient vraiment de Lance Dodis. Il y a 3 livres, là, je les ai dévorés et il y en a fait un qui s'appelle The Sober Truth. Il doit être disponible en français, mais moi, je lis en anglais. Vraiment, il passe à travers les 12 étapes des AA pour vous expliquer tout ce qui cloche, puis à quel point c'est pas une méthode scientifique. C'est vraiment un truc religieux, chrétien, puis c'est pas fondé dans la science et ça n'a pas le taux de succès que ça prétend avoir. Ensuite, Jean Sarson et Linda McDonald, des Canadiennes qui ont écrit un ouvrage important qui argumente sur le fait que la prostitution doit faire partie de ce qu'on appelle de la torture. Donc, elles argumentent pour qu'au niveau légal, les violences sexuelles et toute la séquestration et le grooming et tout ce qui est inclus pour faire plier une femme dans la prostitution. Leur livre parle de beaucoup d'autres choses, mais notamment au niveau de la prostitution, ça argumente pour que ça soit reconnu comme de la torture. Viktor Frankl, un des premiers que j'ai lu il y a de nombreuses années, c'est un survivant de l'Holocauste. Maïté Lone, bien sûr, ma camarade, et Lundi Bancroft par rapport aux violences conjugales puis aux traits de la masculinité. J'achève. Donc, la suite des choses pour moi, bon, je veux lancer un podcast, je vais focuser sur ma formation qui commence. J'ai des tonnes de rêves, dépendamment d'où la vie va m'amener. Je dirais que si on se projette dans un futur rêvé, j'aimerais bien avoir une émission de radio ou une émission de télé, idéalement, sur sciences et société, qui s'appellerait l'émission radicale comme dans Racine, trademark. Mais je sais pas quel chemin je vais prendre parce que ça va aller au gré des rencontres que je fais et des moyens que j'ai d'avancer. Et tout ça se fait au sein de combattre une grande pauvreté. J'aimerais aussi faire une marche militante de Montréal à Bécomo, ma ville natale, et que ça soit un documentaire. Donc, voilà, j'ai plein de rêves et de projets, et un jour à la fois. Alors, ce que j'ai le plus besoin au niveau technique, donc probablement que dans les prochains mois, je vais faire un spectacle de levée de fonds dans le but d'acquérir ce que j'ai besoin pour pouvoir lancer un podcast. Donc voilà. Et ben, merci pour votre attention. J'ai fini. J'ai-tu dépassé beaucoup? Quand même, j'ai dépassé 15 minutes. Donc, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup. Désolée, je m'enfargeais vraiment dans mes mots. J'ai de la misère à parler ce matin. J'ai insomnié puis fait des cauchemars beaucoup dans les derniers jours parce que, comme je dis, moi, de me plonger à créer ça, autant c'est valorisant, autant c'est coûteux. Puis ça vient vraiment me chambouler d'être dans ce mood-là, mais j'en suis très fière et heureuse. Alors voilà, j'ai terminé et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. J'adore les questions. Merci au Merci. WDI, je vous aime, je vous aime. Merci pour cet exposé. Eh ben, écoute, il y a plein de remerciements. Et oui, alors n'hésitez pas à noter vos questions dans l'application questions-réponses plutôt que dans le chat, parce que dans le chat, moi, j'arrive pas à les voir passer. Il y a quelqu'un qui demande si on peut avoir des merci et bravo. Voilà, je lis. N'hésitez pas à poser vos questions. Et alors, parmi les questions, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut revoir la photo des livres. Mais je vous rappelle Ouais. que alors, si tu peux, voilà, c'est bien. Mais c'est vrai que sinon, vous pourrez revoir cette vidéo sur YouTube. On va la mettre. Je sais pas laquelle on veut si on parle de tous les livres que j'ai ramenés. Oui, il y en a. Ouais, là, vous comprenez pourquoi j'avais besoin d'une deuxième valise, parce qu'il y a quand même une limite de 23 kilos dans les avions, puis j'ai eu 2 valises de presque 23 kilos que j'ai ramenées. Il y avait là-dedans 10 kilos de roches de la région marseillaise aussi. Et ben, il y a quelqu'un qui demande quand est-ce que tu reviens. Ah, Euh, ben, c'est ça, je voyage que pour la militance, ça veut dire de m'organiser une tournée. La prochaine fois, j'aimerais vraiment profiter du fait que je parle espagnol et portugais et que je veux militer dans mes 4 langues. Donc, j'aimerais vraiment la prochaine fois faire une tournée qui me permette d'utiliser ça. Donc, soit arriver à Paris, longer la côte
ouest de la France pour me rendre en Espagne et au Portugal, ou sinon peut-être aller vers l'Amérique latine et faire Chili, Argentine, Brésil, parce qu'il y a aussi beaucoup de militants sionistes radicales. Les Chiliennes sont extraordinaires. Donc, c'est ça, ça va être au gré de ce que j'arrive à fabriquer. Puis, tu sais, je tiens à dire, là, j'ai eu tu sais, tout ça, c'est extraordinaire, là. Vraiment, là, moi, mes billets d'avion, là, pour y aller m'ont été offerts par une fondation que je peux pas nommer. Euh, Tout ça, c'est fabriqué parce que quelqu'un a cru en moi, a demandé à une telle personne, puis, qui m'a référé à un autre truc. Donc, bref, ça s'est mobilisé pour m'aider. Puis moi, comme je dis, je suis très pauvre, là. Ça me coûte plus qu'une paye sur deux juste pour me loger. J'ai aucune économie. J'ai pas de marge de manœuvre. Donc, quand il m'arrive des choses comme ça, c'est parce que je les fabrique par levée de fonds. C'est parce que je réseaute énormément. Fait que, on va voir, mais j'aimerais peut-être ça, à la fin de l'été prochain, disons, organiser quelque chose. Un voyage par année militant comme ça. Puis c'est sûr que je vais privilégier des pays dont je parle des langues pour être efficace. Fait que là, ce premier voyage-là était en anglais et en français. J'aimerais vraiment que le deuxième soit en espagnol et en portugais. Merci. Et il y a une autre question sur pendant un voyage autour de cette étourdissante tournée, demande Françoise, et rencontre, est-ce que tu aurais appris encore des nouvelles choses au niveau féministe et qu'est-ce que tu as appris de nouveau sur le féminisme pendant ce voyage et ces rencontres? J'ai vécu la sororité dans mon corps. Ça, premièrement, c'est important. Au niveau théorique, j'ai pas tant appris de nouveaux concepts. C'est plus que j'ai vu comment ça marche ailleurs, quelles sont les limitations, quel est le système, parce que partout, je posais beaucoup de questions sur c'est comment chez vous. Donc, c'est quoi les lois? C'est quoi les embûches que vous rencontrez? C'est comment se présente la prostitution chez vous? Par exemple, dans la région de Marseille, j'ai appris qu'il y a des gangs de vendeurs de drogue qui séquestrent des femmes et les offrent à leurs clients. Donc, ils utilisent la prostitution pour aller fidéliser leurs clients de drogue. Donc, il y a des trucs comme ça pas possibles. Donc, c'est sûr que dans la région marseillaise, il y a aussi beaucoup de prostitution qui est relative au trafic humain de femmes qui tentent d'être des migrantes. Donc, c'est toute une réalité qu'on n'a pas au Québec. Au Québec, on n'a pas tant de... Je veux dire, il y en a, mais c'est rare. Il y a un peu de trafic de femmes asiatiques ou d'Europe de l'Est, mais c'est plus caché. Mais on n'est pas... Nous, nos femmes d'origine immigrantes, elles viennent plus d'Amérique latine ou de l'île d'Haïti, versus en Europe, c'est Europe de l'Est, Afrique du Nord. Donc, les conflits politiques dans les pays environnants où l'extrême pauvreté va précariser et faire que des femmes sont livrées en pâture au trafic prostitutionnel. Donc, ça a été vraiment de voir c'est quoi les défis ailleurs. J'ai été très touchée de la mobilisation sur le terrain, de la qualité des associations. Vraiment, encore une fois, beaucoup de bénévoles qui se motivent, qui se mobilisent pour faire ces choses-là. Notamment Femmes solidaires qui offrent de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est de voir en appliquer la théorie que j'avais déjà qui provenait d'ici, de voir comment ça se passe ailleurs. Je lis à Paris, il y a des salons de massage qui sont en réalité des lieux de prostitution. C'est vrai que, Ouais. ouais, et C'est ça, je ne pouvais pas tout vous raconter, mais à Paris, j'ai fait une prise de contact aussi à travers Florence Moreno et on est allé rencontrer juste avant qu'ils partent pour une activité de mobilisation devant les salons de massage asiatiques avec les hommes de Zéro Macho. Ils font de la mobilisation pour dénoncer ça, puis pour aussi régulariser le statut de ces femmes-là, parce que c'est ça qui les garde précaires dans la prostitution, c'est le fait qu'elles ont pas un statut régulier en France, donc ça les double précarise. Donc oui, la réalité des salons de massage, mais c'est la même chose à Montréal. C'est juste que les femmes qui sont dans nos salons de massage sont pas toujours asiatiques. mais c'est vrai qu'en France, on a une loi abolitionniste depuis 2016, mais malheureusement, elle est pas Ouais. appliquée. Ce que je peux expliquer, c'est que quand je vous parlais que juste avant mon départ de voyage, on avait eu une première rencontre pour créer une coalition autour de la question des permis municipaux. Donc, je m'explique plus largement parce que ça peut être utile chez vous dans vos pays respectifs. C'est qu'il faut, si on a la bonne loi abolitionniste au niveau fédéral, comme c'est le cas en France, souvent le nerf de la guerre, puis là où elle n'est pas appliquée, c'est au niveau municipal que vous appelez départemental, dans le fait que les villes continuent d'octroyer des permis d'opération à des commerces qui, en fait, font du trafic du sexe. Donc, par exemple, les salons de massage, ça devrait rentrer sous la bannière des soins de santé. Mais si vous savez que c'est de la prostitution, ben, comment ça que ces permis-là réussissent à avoir des permis d'opération de la municipalité? Donc, c'est ça, nous, à Montréal, qu'on veut créer, c'est que, par exemple, dans le cas de Montréal, on a deux types de permis problématiques.
On a ceux de salons de massage érotique qui devraient ne pas exister parce que c'est pas des soins de santé avec des massothérapeutes qui s'en tirent. Puis on a un fameux zonage érotique qui permet l'existence des clubs de danseuses qui sont en fait littéralement de la prostitution en cabine. Donc il faut argumenter que le fait que la ville cautionne ces permis-là et les donne et les renouvelle année après année place la ville dans une posture de proxénète. Donc, je pense que c'est au niveau des cours. Il va falloir aller en cours et argumenter que ces permis-là n'ont pas de raison d'exister et sont anticonstitutionnels, en fait, puisqu'on a la loi abolitionniste dans la Constitution canadienne. Mais c'est vrai que c'est tout un travail. Ouais. Attends. On a une autre question. Quels sont tes souhaits pour l'année qui arrive? Arrêter d'être pauvre, que mes chats soient en santé, que je continue à travailler sur ma concentration. J'aimerais arriver au point où je peux écrire un livre. Je veux devenir formatrice. Je veux arriver à... Moi, je suis un peu... je dis toujours, je suis techno-nouille. C'est que j'ai un peu une techno-néophobie. Donc, moi, j'ai commencé à utiliser des ordinateurs vraiment très tard, donc en sortant de l'industrie du sexe à 23 ans. Puis, j'ai une courbe d'apprentissage qui est difficile par rapport à l'informatique. Là, c'était la première fois que j'arrivais à faire un beau PowerPoint, mais j'ai travaillé là-dessus pendant une semaine, puis je m'amusais beaucoup à découvrir les fonctions. Puis au lieu d'être en sentiment d'échec, je vivais de la joie parce que ma concentration était disponible étant donné que je consommais plus. Puis là, je me disais, tu sais, juste pour faire apparaître les éléments comme je les voulais, puis les faire bouger, puis tout, ben ça me prenait des fois 1 heure à trouver comment faire, mais je l'ai fait, puis j'aurais pas pu être capable de faire ça quand je fumais du weed. Fait que donc, c'est d'attaquer ma courbe de techno-néophobie, qui est en fait malheureusement un discours interne que je me répète depuis très longtemps, que je dois désarmer, d'arrêter de me dire que je suis techno-nouille, puis de croire en moi que je suis capable. Donc, la courbe d'apprentissage, ça va être apprendre l'édition photo, vidéo, son, pour être capable de devenir autonome, pour lancer un podcast, pour faire des capsules sur YouTube. Donc, c'est ça, continuer à travailler ma concentration, puis arriver à un point où je peux avoir un impact plus large et ben, éventuellement arriver à en vivre. Mais bon, humblement, il faut que je continue à avoir des boulots alimentaires entre-temps. Mais c'est pour ça que je m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un qui bricole énormément. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Tout ça, c'est moi qui construis ça. Là. Tout l'aménagement. Je travaille avec des matériaux recyclés. Puis on ne voit pas bien, là, mais en hauteur, il y a des palissades pour chats. Voilà. Donc, c'est tout moi qui construis ça. Ça fait partie des photos que j'ai postulées pour être acceptée dans le cours d'aide ébéniste. Donc, j'essaie d'aller chercher des compétences qui vont m'aider à devenir autonome et à pouvoir me lancer en entreprise. C'est sûr que la vision ultime, ce serait d'avoir une entreprise d'économie sociale qui aiderait les femmes à sortir de la prostitution. Donc, des femmes, disons, qui sont déjà dans un désir fort de sortir et qui voudraient un emploi décent qui leur apprend toutes sortes de compétences entrepreneuriales. Donc, c'est le projet boutique Legal Tender que j'essaie de lancer depuis des années, mais on ne peut pas lancer quelque chose quand on n'arrive pas à payer notre loyer. Là. Fait que aussi, je veux dire que beaucoup de mon accumulation compulsive à la maison est très rationnelle. Là. C'est des matériaux de construction, des matériaux de bricolage, des outils, des machines. Comme j'ai toutes, là. J'ai un compresseur à air, j'ai une machine à coudre, j'ai n'importe quelle machine que je pourrais avoir besoin pour le futur projet d'entreprise, je l'ai. Mais le problème en ce moment, c'est que ça encombre mon appartement. Mais c'est ça. J'ai plein de projets, puis je vais les réaliser au gré des opportunités, de qui je rencontre, de qu'est-ce qui débloque. Fait que je sais pas, ça pourrait être... si je réussis à faire ma marche militante qui deviendra un documentaire, peut-être que ça pourrait m'amener à avoir ce que je rêve, qui est une émission d'actualité de sciences sur Télé-Québec, qui pourrait peut-être m'amener à éventuellement avoir les moyens de lancer une entreprise d'économie sociale. Je ne sais pas dans quel ordre vont réaliser mes rêves, mais moi, je vais vous confier quelque chose qui est vraiment une chance dans la vie, que c'est pas quelque chose que j'ai fabriqué, c'est vraiment authentique, c'est que je connais pas l'ennui. Je sais pas c'est quoi l'ennui. I'm never bored. Jamais je m'emmerde. J'ai toujours des projets, j'ai toujours des idées. Je sais pas c'est quoi l'ennui. Même si je suis pris dans une salle d'attente à attendre un rendez-vous, je suis dans ma tête à réfléchir avec mes idées. Je connais pas l'ennui parce que mon endroit préféré, c'est dans ma tête, puis je suis dans ma tête tout le temps partout. Donc, la pire chose qui pourrait m'arriver, ce serait un déficit cognitif qui m'enlèverait cette capacité d'être satisfaite de juste exister. Mais bref, je suis toujours en train de me projeter dans des projets. Je ne connais pas l'ennui. Puis c'est probablement ça aussi qui fait que je suis pas une personne suicidaire. Donc, voilà. En tout cas, alors, j'arrive pas vraiment à lire, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait si tu pouvais faire le discours de Filia en anglais, parce que
quelqu'un qui dit qu'il y aurait d'autres personnes intéressées pour entendre le discours que tu as fait à Filia. Donc, La vidéo existe, elle est sur le YouTube de Filia. Puis moi, je parle à 40 quelques minutes dans un grand panel, là. En fait, c'est pas un discours parce que moi, j'adlib tout le temps, là, mais si on veut que je fasse une prise de parole, on peut en discuter. Euh, et puis, je pense que pour quelqu'un qui parle pas bien l'anglais, faut apprendre à jouer avec les paramètres de YouTube parce qu'il y a le petit écrou dans le bas du vidéo où vous pouvez décider d'ajouter des sous-titres, voire même des traductions. Puis les traductions de YouTube s'en viennent de mieux en mieux, que c'est en simultané. Donc, je parle en anglais, mais ça écrit en français. Donc, oui, vous pouvez jouer avec les paramètres comme ça. oui, j'ai réussi à faire. Du coup, j'ai compris. Ouais, ouais. Ah, Voilà. Françoise demande, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta rencontre avec J.K. Rowling? Ah, je l'ai pas dit, hein? C'est parce qu'il faut que je reste très nébuleuse sur plein de choses. Mais elle était là. On a vu qu'elle était là sur la photo. Ouais, elle Donc, était là. Mais j'ai eu la chance de la rencontrer plus intensément que ça la veille, en fait. Je sais pas à quel point, tu sais, c'est délicat. Il m'arrive des choses extraordinaires dont j'ai pas le contrôle, que c'est parce que je sais pas pourquoi, mais des gens m'aiment puis font que je me retrouve dans des endroits, d'avoir des opportunités pas possibles, puis je me sens presque mal d'avoir ces opportunités-là. Mais bref, pour rester nébuleuse mais claire, j'ai eu la chance d'être invitée à un genre d'événement privé qui s'est tenu le samedi soir de Filia. Ce qui fait que le gros party de Filia, moi, je suis pas allée parce que j'étais à un party privé organisé par J.K. Rowling dans lequel je peux vous dire qu'il y avait la totalité des grandes autrices de l'idéologie de genre étaient présentes. Il y avait plusieurs parlementaires écossaises. C'est là aussi où j'ai rencontré la chanteuse Nehanda, qui était mon coup de foudre. C'est drôle parce qu'on était avec des gens, puis comme très huppés, dans un endroit vraiment chouette, cocktail, on se fait servir le champagne. Mais Nehanda et moi, on s'est reconnus comme étant de la même classe socio-économique. Puis je me suis avancée vers elle, puis on s'est compris tout de suite parce qu'on est toutes les deux musiciennes de rue, chanteuses. Fait que ça a été... moi, j'ai profité de cet événement-là pour réseauter avec tout le monde. Ça a duré 2 heures. Donc, j'allais parler à tout le monde. Tu sais, je peux vous dire, Joe Bartosh, j'ai vraiment adoré, elle est adorable. Euh, Ellen Joyce, super humaine, accueillante. Donc, tu sais, il y a plein d'autrices que j'aime beaucoup, que je suis allée parler. J.K. Rowling était tellement, là, je dirais en anglais cornered, là, tu sais, était dans un coin, tout le monde était après. Fait que moi, j'ai très peu essayé d'accaparer son attention. J'étais juste vraiment reconnaissante d'être dans la même pièce qu'elle. Elle nous a parlé, elle nous a raconté son processus de devenir critique du genre. Et puis, il y a eu un moment à la fin où j'ai pu enfin m'approcher pour aller la rencontrer. Puis elle a fait un gros câlin, puis j'ai pleuré dans ses bras. Puis je peux vous dire elle est très humaine, très sincère. Elle est tout petite aussi, elle est pas super grande. Puis tu sais, elle a l'air gigantesque et charismatique, mais vraiment, c'est un petit gabarit. Fait que j'étais juste vraiment dans un état de reconnaissance totale d'être là, à pas trop comprendre pourquoi non plus j'étais là. Mais tout ça, c'est fait parce qu'il y a des gens qui ont cru que je méritais d'être là. Fait que voilà. Donc, oui, j'ai pu rencontrer J.K. Rowling. Elle est extraordinaire. Le lendemain que moi, je l'ai rencontrée, elle a parlé devant tout le monde à Filia, que j'étais vraiment heureuse parce que les gens, c'était comme une rumeur qu'elle allait parler à Filia, mais c'était pas confirmé pour sa sécurité. Le party privé auquel je suis allée aussi, ben, on a été amenés en autobus à un lieu qui était pas publié. Tu sais, genre, tout était privé, privé, privé pour pas que ça fuite puis pour sa sécurité à elle. Donc, pendant tout le temps que moi, je le savais avant de partir de Montréal que j'allais rencontrer J.K. Rowling, mais je ne pouvais pas en parler à personne. C'était vraiment souffrant. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ma robe Galaxy. Parce que au partir du moment où j'ai su que j'allais la rencontrer, c'est comme il fallait que j'aie la robe que je veux pour la rencontrer. Donc, j'ai fait faire par une couturière la robe avec un tissu qui me plaît. Puis, c'était juste, non, c'était vraiment magique. Donc, voilà, je suis dans un état de reconnaissance totale. Mais c'est aussi que d'être dans ces gens-là, ça n'a juste pas de sens. Les gens qu'on rencontre, toutes mes héroïnes, toutes les autrices formidables que j'ai pu rencontrer, faire signer un livre ou avoir une photo avec. Puis, il y a plein de photos que je peux pas vous montrer parce qu'ils sont prisonnières d'un disque dur en ce moment, là, mais bref, c'est ça. Toutes mes autrices préférées, Julie Bindle, etc., elles étaient toutes là. Puis c'est vraiment... je me sens extrêmement privilégiée dans la vie. Fait que voilà. ben, merci beaucoup. On arrive à la fin du webinaire. Donc, merci à vous. Merci Valérie pour ta présentation. Notre prochain webinaire, il aura lieu le 4 février. Donc, vous allez recevoir une invitation par mail et cette vidéo sera diffusée sur YouTube. Vous recevrez aussi un lien par mail et vous pourrez diffuser.
Nos premières vidéos sont déjà sur YouTube, hein, sur soit sur VDI francophone, soit sur Nous Femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur le site du VDI, womensdeclaration.com, tout attaché. Avant de nous quitter, on va faire un petit point sur le fonctionnement des webinaires. Euh, voilà, Blandine. Oui, enfin pour celles que ça intéresse, il nous semblait utile. Alors merci Valérie, hein, merci beaucoup pour ta présentation, c'était très intéressant. Merci, Là, je fermais ma caméra. on va rester un peu plus sur la technique, enfin sur notre organisation, parce qu'il y a eu des échanges de mails là, qui nous ont fait penser qu'on n'est pas assez clair, on n'a pas été assez clair dans nos explications. Si vous êtes inscrite pour participer au webinaire francophone, vous faites partie d'une liste à laquelle on envoie tous les mois un rappel comme quoi l'organisation, enfin, c'est immuable, c'est chaque premier dimanche du mois, voilà. On vous renvoie quand même un message pour vous prévenir. Ça ne sert qu'à ça. Voilà. Et si vous faites partie de enfin, du panel, enfin pardon, des abonnés, eh bien, ça signifie juste que vous êtes abonné et que vous pouvez participer à nos webinaires. Si ce n'est pas ça la WDI, hein, la WDI, c'est autre chose. C'est une organisation, une association d'ailleurs, dont le WDI France qui organise ces webinaires, mais ce n'est pas exactement la même chose. Voilà. L'association WDI, dont nous faisons partie, ici Marie, il y avait Marie-Joseph tout à l'heure, ou moi, il y a d'autres femmes qui en font partie, qui sont ici ou qui n'y sont pas. Oui, soit WDI France, soit WDI Québec. Enfin, il y en a dans Québec plein de aussi, pays. voilà, ici c'est une collaboration WDI France et WDI Québec. Si vous souhaitez faire partie de notre association, vous pouvez le solliciter, proposer votre aide. On peut organiser des rencontres. Bien sûr, ce n'est pas ouvert autant que l'inscription à un webinaire, mais bien sûr, on est tout à fait volontaire et partante pour accueillir de nouvelles femmes qui travailleront avec nous, soit pour l'organisation des webinaires, soit pour les podcasts, soit pour d'autres choses. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez nous rejoindre. Et là, bien sûr, le groupe WDI France est strictement non mixte. Voilà, donc comme ça, je pense que ça a été clair, ce qui fait que du coup, on a pris la décision de supprimer la possibilité d'échanger sur les mails que vous recevez tous les mois. Donc, vous recevrez juste une notification avant la prochaine, avant la prochaine mise en ligne du webinaire d'aujourd'hui et avant le prochain webinaire du mois prochain, le Oui. premier dimanche de février. Ça pouvait prêter à confusion le fait qu'on puisse répondre. Effectivement, ça donne l'impression d'une liste de discussion, alors que non, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre Voilà. si vous avez des énergies. Voilà, donc comme Marie-Joseph vient de le marquer dans le chat, si vous voulez nous joindre, vous pouvez écrire à notre adresse mail nousfemmes, NOUES, femmes avec un S, @gmail.com, et on peut organiser des rencontres. En général, on travaille par Zoom, on est sur toute la France. Donc, il est tout à fait possible, je dis toute la France, mais pas du tout. Il y a également des Québécoises, Belges et des femmes du monde entier d'ailleurs. Donc, vous pouvez parfaitement vous joindre à nous et on travaille à distance. Donc, si vous avez de l'énergie et des propositions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Et merci en tout cas pour votre assiduité, hein. Tous les mois, on a toujours un bon groupe de participants et participantes. Et on sait aussi que les vidéos, elles sont systématiquement mises en ligne sur notre chaîne YouTube, donc WDI France, et également sur la chaîne WDI Bas Monde, donc dans la partie francophone. Vous pouvez les revoir, vous pouvez les partager et donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Merci à toutes et bonsoir. À dans un mois. À dans un mois.